2. Un garçon, une fille. Mais ils sont quand même âgés de 24 et dans la vingtaine, mais c'est ça. Ça reste qu'ils sont encore à la maison et c'est ça. Mais au moins, ils sont avec moi. Je sais qu'ils traînent pas dans la rue. Fait que c'est ça. J'aime autant qu'ils fassent des petits, des petits parties de gaming plutôt que des petits parties de drogue. Allô, Kiki! Donc, merci pour les partages. Il est 19h. Toi aussi, tu as des garçons, Lids. Ah, c'est le gaming aussi, fait que je suis pas toute seule. Merveilleux, merveilleux. On voit pas super bien. Ah, on voit pas les commentaires à cause de ma page, hein. Ah ouais, ça, j'ai pas pensé à ça. Ben, je peux enlever la page. Faut juste que... Attends un peu. Je vais... là, je peux-tu... Je sais pas trop comment. Changer la photo. Ouais, j'ai pas pensé à ça, là. Moi, le fond blanc sur le fond blanc, c'est mon premier truc. Écoutez, je vais déconnecter et me reconnecter, mais vous allez avoir une photo de... Vous allez avoir une photo de ma table parce que je veux rester dans l'anonymat. Donc, je reviens. Désolée. Dans l'anonymat. Donc, je reviens. Désolée. Dans l'anonymat. Prédit aux agresseurs. Je vais vous expliquer pourquoi je suis là ce soir. Et puis, c'est ça. Donc, et merci à Raven aussi qui va mettre ce live-là sur Canola Vision 0.2. C'est vraiment super gentil. Moi, je le fais dans un objectif de sensibiliser à la violence conjugale, au contrôle coercitif, vous parler du projet de loi qui est là en cours pour criminaliser le contrôle coercitif. J'ai un un grand TDAH. Et donc, lire les commentaires, rester focus sur ce que j'ai envie de vous dire, ça peut être compliqué. Donc, c'est ça. Fait que je vais essayer de vous lire en même temps, mais c'est pas si simple que ça pour moi. Donc, si jamais il y a des questions que je vois pas passer, tout ça, je vais essayer là, de vous suivre, mais ça va vite parfois. Donc, première chose, c'est ça, pas de commentaires pour qui peuvent menacer Marc et Florence. Je suis là d'abord et avant tout parce que je suis nouvelle sur TikTok et pendant mes vacances, je suis tombée sur ce phénomène qui est Florence et son troll. Et j'ai été prise là-dedans plusieurs jours à regarder des lives, à analyser le tout parce que c'est sûr que mon expertise en violence, c'est venu me chercher. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de partager avec vous un peu ce que moi je vois. Puis en fait, suite au live que j'ai fait avec Karma, quand j'ai voulu prendre la parole, Karma m'a fait monter dans son live à un moment donné. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages de femmes, de personnes qui disaient, qui me remerciaient, qui trouvaient que il y avait eu des prises de conscience par rapport à ce qu'elles vivaient et tout. Fait que j'ai vraiment envie de vous partager tout ça et permettre que vous puissiez prendre conscience, puis vous sensibiliser, puis on ne sait jamais quand est-ce que ça peut nous toucher. Et il y en a beaucoup, j'ai lu beaucoup là, dans des expos et tout ça. J'ai vu beaucoup de mêlez-vous de vos affaires, tout ça, mais la violence conjugale, c'est un enjeu qui nous concerne tous. C'est un enjeu de société. Alors, moi, je prends la parole
et je prends position contre la violence conjugale, je ne prends pas position contre les agresseurs. Je ne suis pas une malheureuse, comme Marc se plaît à dire. Je ne suis pas jalouse. Je ne suis pas une troll non plus. J'ai autre chose à faire dans ma vie. Donc, mon objectif, c'est vraiment pas d'analyser le cas de Marc et Florence. Mon objectif est vraiment de vous sensibiliser, peut-être vous donner des outils. Là, vous voyez une page noire. J'avais fait une photo avec toutes les ressources que vous pouvez avoir. Merci pour les roses. Euh, euh, vous voyez mon TDAH, là, il le stresse. Donc, je pourrais pas vous remercier à chaque cadeau parce que ça me fait perdre le fil, puis c'est nouveau pour moi, fait que je vois ça apparaître, puis c'est ça. Fait que c'est ça, les ressources, je vais les mettre à la fin, puis sur mes ressources, j'ai même des ressources pour hommes aussi. C'est partout au Québec, mais c'est sûr qu'en cas de danger, il y a toujours le 911 quand on craint pour une personne, c'est toujours le 911. Ben non, pas de problème, Kiki, c'est juste drôle. Fait que c'est ça. Fait que voilà, fait que Marc est revenu aujourd'hui. Je voulais faire un petit retour sur son beau discours qu'il nous a fait dans son live, que j'ai écouté, que j'ai pas juste vu des expos, et c'est là-dessus que je me base, c'est sur ce que moi j'ai vu, sur ce que moi j'ai analysé pendant les journées que j'ai vu ça. Donc, moi, je ne crois pas du tout à ces paroles-là. On voit ici qu'il se victimise. Depuis janvier, moi que je suis là, et c'est pas du tout sa première fois. On voit très bien là, la phase de la lune de miel, là, le cycle de la violence qui reprend, comme Romy le dit. C'est en plein ça. C'est une tactique de manipulation. Fait que moi, je ne crois pas du tout. C'est pas la première fois qu'il y a ce discours-là. Alors, la journée où il y aura des gestes, tant mieux s'il a fait des prises de conscience, tant mieux s'il y a des changements dans ses comportements. Mais pour l'instant, je crois zéro à ce qu'il dit. Là, il ne veut que se faire glorifier. Il ne veut que attirer l'attention d'une autre façon. Il veut faire pitié. Il veut se victimiser. J'ai entendu quand il a dit qu'il prenait une part des responsabilités entre 1% et 50%. Il est 100% responsable de tout ce qui se passe sur la plateforme par rapport à lui. Personne d'autre est responsable. Et tant qu'il ne l'assume pas, ben tant qu'à moi, il n'y aura jamais de changement. Fait que voilà. Ça, c'était par rapport à tout ça. Puis même aujourd'hui, il disait à Florence que ça le stressait quand elle parlait fort. Donc, c'est une façon de la faire sentir responsable de ses comportements. Fait qu'on voit très bien, là, tout ce qui touche la violence conjugale, on est là-dedans. Fait que moi, je fais pas le live pour analyser cette relation-là. Oui, ils ont une dynamique à eux, mais je crois pas que les gens qui ont appelé les policiers que c'était parce qu'ils n'acceptaient pas sa différence ou qu'ils étaient jaloux de sa relation. Ça, j'embarque pas là-dedans du tout. Ça, il aura beau se faire à croire tout ce qu'il veut, mais c'est pas ça du tout. Donc, allons-y avec le contenu. Donc, on va commencer en disant que rien n'excuse la violence conjugale. Quand je parle de violence conjugale, je parle aussi de contrôle coercitif. Il y a même la consommation de drogue, d'alcool, de la maladie. On l'entend souvent dire qu'il est autiste, qu'il y a une maladie. Le stress, il n'y a rien qui excuse la violence. C'est pas une perte de contrôle. La violence conjugale est une prise de contrôle sur la victime. Et en disant qu'il est autiste, que c'est pour ça qu'il est comme ça,
ben, il se déresponsabilise et il fait porter toute cette responsabilité-là à Florence. Donc, ceux qui ont craint pour la vie de Florence, avec le geste qu'elle a fait et tout ça, moi, je vous dis, quand vous craignez, c'est important de dénoncer, d'appeler les policiers. Les policiers sont là pour servir et protéger et c'est leur job de faire ça quand on craint pour la personne. Je vais parler tantôt plus du travail des policiers dans ce cas-ci et voir qu'est-ce qui pourrait être fait de différent. Bien, premièrement, j'ai envie de vous parler d'une chicane de couple versus la violence conjugale. Parce que qui ici ne s'est jamais chicané avec son conjoint? Tout le monde se chicane, tout le monde à un moment donné peut taper du poing, tout le monde peut crier maudit que t'es conne. Ça peut arriver à tout le monde. Mais il y a des différences à faire entre une chicane de couple puis la violence conjugale. En premier lieu, il y a le pouvoir. Dans une chicane de couple, la personne, elle veut influencer la situation. Alors que dans une relation de violence, la personne, elle veut dominer l'autre. Donc, oui, par rapport au pouvoir, il y a un enjeu. On veut pouvoir argumenter, on veut pouvoir influencer la décision, mais dans une relation de violence, la personne, elle veut avoir raison, elle veut dominer l'autre. Ensuite, il y a l'intention. Dans une chicane, la personne, elle veut gagner son point. Tu sais, comme si moi, je veux donner mon point de vue sur le set de mobilier que je veux brun, puis l'autre veut l'avoir bleu, alors que, tu sais, je veux gagner mon point parce qu'un set de salon bleu, c'est vraiment pas beau. Mais ça, c'est juste un exemple. Ça peut être une chicane. Tandis que la violence, la personne, elle veut contrôler l'autre. Puis souvent, ça va se faire insidieusement. Ben là, si tu veux pas le bleu, là, moi, je paierai pas ma moitié ou, bon, vous voyez, à ce moment-là, il y a une façon de vouloir contrôler l'autre. Ensuite, il y a l'impact sur la personne, sur la victime. Dans une chicane, le partenaire, il y a une liberté d'expression, de réaction. Il n'a pas peur de l'autre. Tu sais, elle peut s'exprimer. Ben non, moi, j'aime mieux le brun, là. Ça va beaucoup mieux avec la couleur des murs. Tu sais, elle va s'exprimer. Elle peut donner son point de vue. Tandis que dans une relation de violence, la victime, elle a peur, elle va marcher sur des œufs, elle va craindre les représailles, elle va se sentir dévalorisée, elle va perdre la confiance. Et tout ça, ça se fait insidieusement. Ensuite, le dernier point pour faire la différence entre une chicane de couple et de la violence conjugale, c'est la persistance. Tu sais, on va se chicaner une fois de temps en temps. Il n'y a pas de persistance. Les sujets de dispute vont varier d'une semaine à l'autre. Le conflit va se régler entre les partenaires, puis tout le monde va être bien content, puis c'est ça. Dans la violence, il va y avoir une présence de stratégies qui vont être cycliques, qui vont être répétitives pour que la victime en arrive à se soumettre. Le prétexte est souvent différent, puis il va empêcher la personne de se situer dans le cycle de la violence. Fait que tout ça, c'est très, très, très insidieux. Fait que vous voyez qu'il y a une différence entre la chicane de couple et de la violence. Fait que, tu sais, si votre amie vous dit qu'elle s'est chicanée avec son conjoint hier, puis qu'il a donné un coup de poing sur la table, on peut pas dire, ben là, c'est un violent, c'est un agresseur. Il faut analyser tout ça. Donc, fait que c'est clair pour la différence. Merci à mes modos, là, je vois que ça bouge beaucoup dans le chat, là, j'ai pas le temps de tout vous lire, fait que, merci. Fait que c'est ça par rapport à la chicane de couple et la violence conjugale. La relation, elle va devenir abusive. Les décisions vont être prises par le partenaire dominant. Ça va devenir des règles. Puis quand elles sont enfreintes, ben il va avoir des conséquences pour la victime. Fait que la victime, ben, elle achète la paix pour ne pas subir les conséquences. Et c'est beaucoup ce qu'on voit c'est beaucoup ce qu'on voit sur les lives TikTok. On voit toute cette stratégie-là, les règles qui sont là.
mais je vais vous en parler plus là, tantôt. Donc ça, c'est chicane de couple versus violence conjugale. Ensuite, il y a différentes formes de violence conjugale. Il y a la forme physique qu'on connaît tous et qui est facile à identifier. La personne, elle va avoir des coups, elle va être parfois brûlée, il va avoir des contraintes physiques, il va avoir des tentatives d'étranglement, des coups à la tête. C'est la plus médiatisée, c'est celle qui fait beaucoup parler. Et c'est celle souvent où les enfants sont, pas les enfants, mais les policiers sont interpellés. Fait qu'il y a la violence physique. Il y a la violence verbale. La violence verbale, c'est une violence pour faire peur à la victime à travers des paroles. Il veut installer un climat d'insécurité dans la relation. Ça va souvent être banalisé. Ça va être accompagné souvent par d'autres formes de violence. Ça peut être utilisé pour intimider, humilier, contrôler l'autre. Puis on va la reconnaître parce qu'on va l'entendre, ce qui est différent de la violence psychologique. Donc, la violence verbale, ça peut être des sarcasmes, des insultes, du harcèlement, des propos dégradants ou humiliants, du chantage, des menaces de suicider aussi. Fait que c'est ça. Ensuite, si on va, là, je vous parlais de la violence psychologique. La violence psychologique, c'est hyper insidieux et c'est une des pires violences parce qu'elle va détruire la victime carrément. L'agresseur a vraiment pour but de dénigrer la victime par des propos injurieux, des attitudes blessantes. Ça va être difficile de la voir parce que c'est une violence qui est subtile. Elle va souvent être la première à s'installer au niveau de la violence conjugale. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, il va dévaloriser l'autre, il va l'isoler, il va contrôler ses sorties, ses fréquentations, il va avoir de la violence sur les objets ou les animaux. J'ai déjà eu des cas de femmes où le conjoint disait, ben là, si tu sors ce soir, je vais mettre le chien dehors jusqu'à temps que tu reviennes, puis il faisait moins 40. Donc, c'est ça. Fait que c'est de la violence psychologique. J'ai un autre cas où, mais je donnerai pas trop d'exemples parce que je veux pas mettre, mais c'est ça. C'est le genre de violences psychologiques qui peuvent être désastreuses. Ensuite, il y a la violence sexuelle. La violence sexuelle, on veut contrôler la victime en lui imposant des gestes sexuels non désirés. Elle va faire fi, par exemple, du consentement de la partenaire. C'est souvent une des violences qui est la moins reconnue parce que souvent la personne va avoir l'impression qu'elle doit faire son devoir conjugal. Alors, c'est comme insidieux, il y a comme une pression insidieuse qui se met et la personne le fait, mais sans voir qu'il y a de la violence là-dedans. Il va lui imposer des pratiques sexuelles, il va avoir des propos dégradants à propos de son corps, il va avoir de l'insistance malgré un non, il va l'humilier. Fait que ça, c'est la violence sexuelle. Il y a de la violence économique. L'agresseur cherche à priver la victime de ressources financières. C'est très, très répandu, mais c'est méconnu. On va pas nécessairement en parler non plus. On va pas voir ça comme de la violence. Puis, il y a des personnes qui vont en arriver à perdre leur emploi parce que l'agresseur va contacter tout le temps son employeur, il va cacher ses clés d'auto pour pas qu'elle aille travailler. Fait que la personne en arrive à perdre son travail. Tous ceux qui font saisir leur salaire, qui va dénigrer son emploi, qui va la frauder, qui va contrôler ses dépenses, contrôler ses comptes. Tout ça, c'est de la violence économique.
Il y a une violence aussi spirituelle et religieuse. Certains agresseurs vont justifier leurs gestes violents en prenant appui sur des croyances religieuses. Et ça, ben c'est de la violence aussi, d'obliger la personne à changer de religion, se moquer des croyances et les valeurs de la religion de sa partenaire, dénigrer sa façon de prier, la forcer au mariage religieux non reconnu, l'empêcher d'accéder à son matériel religieux. Fait qu'il y a cette violence spirituelle et religieuse là aussi. Et récemment, ça fait maintenant quelques années que ça existe, mais il y a la violence technologique. Donc, la violence technologique, c'est l'agresseur qui veut contrôler la victime en utilisant des outils informatiques et technologiques. Ça a des conséquences importantes, même si ça se produit en ligne, parce que ça devient un moyen pour l'agresseur de renforcer son emprise. Par exemple, ça va être d'installer un logiciel espion sur l'ordinateur, avoir accès à sa messagerie, installer un GPS ou une caméra en secret, surveiller ses allées et venues, ses messages textes, tout ça. Puis souvent, cette violence-là, elle va être vue par l'agresseur comme « je veux la protéger ». Tu sais, on entend ça souvent. Je veux la protéger, donc je veux savoir où elle est. Mais en fait, la personne, elle ne le fait pas pour l'autre personne, elle le fait pour elle, pour son besoin de contrôle. Fait que c'est ça. Fait que toutes ces... Là, je vous ai parlé là, de différentes formes de violence. On va en arriver à voir tout ça au niveau du contrôle coercitif. Parce que là, maintenant, le contrôle coercitif est de plus en plus parlé, de plus en plus reconnu. Et le contrôle coercitif, c'est la série de tous ces petits gestes-là qui sont ensemble. C'est une série de stratégies pour contrôler, pour isoler, puis pour priver la personne de ses droits et de ses libertés. Mais malheureusement, il y a beaucoup de ces violences-là qui ne sont pas encore criminelles. C'est pour ça que les policiers ont un petit peu les mains liées à intervenir là-dedans. Et le contrôle coercitif, ça va enlever du pouvoir sur les actions. L'agresseur, il veut pas protéger la victime. Il fait ça pour elle, il fait ça pour lui, pour ses besoins de contrôle. C'est des micro-agressions. Puis ça, c'est très, très, très insidieux parce que quand on les prend un en arrière de l'autre comme des événements isolés, ben ça n'a pas de l'air de la violence. Ça n'a pas de l'air, tu sais, s'il veut voir ma messagerie, ben c'est parfait, c'est correct. Mais là, il veut voir ma messagerie. Après ça, il veut voir mon compte de banque. C'est toutes des stratégies. Il veut créer cet isolement-là à la victime pour qu'elle ait le moindre ressources possible. Et c'est hyper, hyper dangereux pour la victime parce que c'est insidieux. On le voit pas. Puis c'est dur de le voir aussi pour les autres alentours de la personne. C'est dur aussi de voir ça. Puis là, je voudrais faire quand même une mise au point. Parce que là, je parle beaucoup de la violence que les femmes vivent. Mais il y a des hommes aussi qui peuvent vivre de la violence conjugale. Donc, moi, je parle des femmes parce que dans 80% des cas, c'est des femmes qui en sont victimes. Et 4 femmes sur 10 dans leur vie vont être victimes de violences conjugales. Fait que ça, on ne sait jamais quand est-ce que ça va nous toucher. Et on ne sait jamais ce qui se passe chez notre voisin, chez notre sœur, chez notre mère, chez notre voisine. On ne le sait jamais.
Donc, c'est pour ça que il faut rester alerte, puis il faut s'informer. Donc, voilà pour cette petite parenthèse-là, parce que c'est important de voir qu'il y a des hommes aussi qui peuvent en être victimes. Il y a des femmes aussi qui peuvent être violentes. Mais il y a des ressources qui existent. Je vais vous mettre une page de ressources là, à la fin. Donc, si on revient au contrôle coercitif, le contrôle coercitif. Je vais vous donner des exemples de manifestations du contrôle coercitif. Donc, par exemple, il va y avoir de la surveillance puis de l'interrogatoire. Par exemple, lui demander qui elle a vu, quand, pourquoi. Il va lui demander de texter où elle se trouve, texter à l'arrivée ou au départ. Il va avoir un podomètre. Il va l'accompagner dans toutes ses allées et venues. Ça ne sera pas tout ça. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est pas obligé qu'il y ait toutes ces stratégies-là. Mais la surveillance et l'interrogatoire, ça fait partie de stratégies de contrôle coercitif. Ensuite, les menaces. Il va y avoir des menaces, par exemple, menacer de la poursuivre en cours, menacer de partir avec les enfants, lui faire perdre la garde, menacer de la tuer. Il va menacer de lui faire perdre des personnes qui lui sont chères. Et ces menaces-là, en arrivent à créer cette peur-là parce qu'à force de te faire dire que si tu t'en vas, je vais te tuer, si tu t'en vas, je vais m'en prendre aux enfants, la personne, elle veut pas ça. Fait qu'il y a cette peur-là qui est très, très présente et elle se sent plus en sécurité de rester dans cette relation-là parce qu'elle sait il est où. Tandis que si elle s'en va, elle ne sait plus il est où. Et il sait qu'il va continuer à la surveiller pareil. Fait que ces menaces-là, ça a l'air de rien, mais c'est hyper insidieux. De la violence sexuelle, il va faire de la pression sur elle, on en a parlé tantôt. Il peut la forcer à regarder de la pornographie. Il va lui demander de faire des choses humiliantes. Il va contrôler la contraception, puis les grossesses. Il va avoir du détournement cognitif. C'est quoi ça, le détournement cognitif? Je vais vous donner des exemples. Il va piquer des crises. Il va l'insulter puis l'agresser quand elle le confronte sur un sujet. Il va l'accuser d'exagérer ou d'inventer des histoires. Il va lui répéter qu'elle passe son temps à imaginer des problèmes, qu'elle exagère. Fait qu'il va créer des doutes. Ça va arriver à créer des doutes et la personne, elle va penser que c'est elle le problème. La violence économique, la violence économique va vouloir contrôler le budget, l'accès aux cartes bancaires et de crédit. Il va menacer de la priver d'argent ou de biens essentiels, l'empêcher d'avoir accès à la douche, au bain, à des repas. Il va contrôler le transport. Il va contrôler les dépenses, ce qu'elle veut s'acheter ou pas. Fait que ça, c'est aussi du contrôle coercitif. Il y en a d'autres. C'est pas fini. Le contrôle coercitif, c'est très, très large. Il va y avoir l'isolement. L'isolement, ça va empêcher les contacts avec les proches en effaçant des nouvelles communications sur son téléphone, par exemple, en lui interdisant de voir certaines personnes. Et ça, dans le cas qui m'a amené là, sur la plateforme à faire ce live-là, on le voit, peu importe les amis avec qui avec les liens qu'elle crée avec les personnes, on voit qu'il en arrive à créer de la bisbille pour l'isoler encore plus. Il va l'empêcher de quitter la maison, confisquer les clés de la voiture ou de ses chaussures. Il va refuser qu'elle aille à l'école ou au travail. Fait que tout ça va en amener à beaucoup d'isolement chez la victime. Il va la blâmer aussi. Il va lui dire que, par exemple, elle ne peut pas rester sobre parce qu'il vit avec une folle comme elle, qu'elle a des problèmes mentaux, fait que lui dit que si jamais elle le quitte, il va se tuer, puis ça va être de sa faute. Il lui dit que
qui se mettra pas en colère si elle arrivait à faire taire les enfants puis à les contrôler. Fait qu'il va la blâmer des comportements. Et ça, on l'a vu aussi, là, ben, je l'ai vu beaucoup dans les lives que j'ai regardés. Jamais il va se responsabiliser de ce qui se passe. C'est toujours la faute des autres, c'est toujours la faute des haters, c'est toujours la faute de Florence. Juste là, aujourd'hui, il en a reparlé là, de la fois où il a crié puis qu'il a fait un gros « Ah! » quand elle est juste venue le voir pendant que il filait pas, il était en live, elle est arrivée dans la chambre, il a eu peur, puis là, il s'est mis à crier après. C'était encore de sa faute. Mais il est le seul responsable de ses comportements. Moi, on m'a déjà fait peur, j'ai déjà fait peur à du monde. Oui, il peut avoir un gros « Ah! » mais on n'est pas obligé de crier après la personne comme un perdu, puis de la faire sentir cheap. Après ça, c'est la personne qui se sent responsable, puis qui va s'excuser, alors que la personne, elle n'a rien fait. Fait que ça, c'est du blâme. Après ça, il va y avoir, dans le contrôle coercitif, des abus via les technologies. Ben ça aussi, on le voit beaucoup. Il va entrer dans son compte, il va lire les messages, il peut se faire passer pour elle. Là, je dis pas que c'est ce que lui, il fait. Je ne fais que vous donner des exemples. Parce que là, moi, ça, je ne l'ai pas vu comme tel. On peut juste présumer. Mais c'est ça. Fait qu'il va interagir à sa place sur les médias sociaux. Il peut lui confisquer son téléphone, retirer la carte SIM. Il va la suivre dans ses applications en géolocalisation. Dans le contrôle coercitif, il va y avoir aussi de l'humiliation. Il va agir de façon à l'embarrasser ou l'humilier en public. Ça aussi, j'ai vu ça. Mais ça, là, je vais me faire lancer des tomates. Mais il n'y a pas seulement Marc qui fait ça. Tous ceux qui font des battles avec Florence, Florence aura beau dire que ça ne la dérange pas puis qu'elle veut, mais c'est une façon aussi de l'humilier. C'est sûr qu'ils se font de l'argent sur le dos de Florence, mais ça, c'est mon propre point de vue. Donc, l'humiliation est très présente. Ensuite, pourquoi... non, là, je suis en train de lire un... C'est ça, quand je tombe dans le chat, je me mélange. Donc, je reviens à ma matière. Ensuite, il va avoir le harcèlement. Il va la traquer, il va la suivre, il va la faire suivre par ses amis, il va rôder, il va se présenter chez elle ou son lieu de travail pour s'assurer qu'elle est bien là. Il peut lui envoyer de façon répétée des textos, parfois sous le couvert de la communication avec les enfants. Fait c'est bien, bien, bien insidieux. Puis j'ai bien entendu quand Marc disait que il l'avait pas appelé quand était sorti cette fois-là, le fameux, je me rappelle même plus, c'est un samedi qui était sorti. Et puis il disait qu'il ne l'avait pas texté, il ne l'avait pas appelé, mais en lui donnant sa carte de crédit, il se permet de pouvoir gérer, de voir, de contrôler à distance. Fait que même si elle est sortie, elle est quand même en train de se faire contrôler, mais dans le cas que je vous parle là, c'est que là, Florence, elle est devenue complètement dépendante de lui. Donc, c'est ça qui devient difficile, mais on va pouvoir en reparler plus tard. Fait que c'est ça, là, je vous ai donné des exemples de contrôle coercitif. Et c'est ça qui est difficile dans le contrôle coercitif parce que c'est pas tout criminalisé. Il y a des choses qui sont criminelles, puis il y a d'autres choses qui ne le sont pas. Donc, par exemple, ce qui est criminalisé, il va y avoir des voies de fait, du méfait, des menaces, des tentatives de meurtre, des agressions sexuelles, du harcèlement criminel. Tout ça, ça peut être criminalisé. Mais le contrôle coercitif au sens large n'est pas encore criminalisé. Mais il y a des avancées au niveau législatif puis au niveau politique. Puis ça, c'est important de le savoir. Le projet de loi C-332, qui est une initiative, entre autres, du NPD,
a été adopté en été 2024. Et là, le projet de loi est rendu au Sénat. Donc, il y a déjà une avancée. Là, le Sénat doit faire son travail. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça va être effectif. Il faut que le Sénat fasse le revise et tout ça, puis après ça, que ce soit adopté pour en arriver à changer le code criminel. Mais au moins, il y a des avancées, parce que le contrôle coercitif est maintenant reconnu dans la loi sur le divorce depuis mars 2021. Donc, la présence du contrôle coercitif, elle doit être prise en compte dans une procédure de divorce afin d'assurer la sécurité physique et émotionnelle de l'enfant. Fait que ça devient de plus en plus important. C'est pour ça que c'est important de documenter les dossiers. Ça, je vais y revenir aussi tantôt. Et au niveau législatif aussi, il y a le projet de loi C-233, qui est la loi de Chiera, qui a été adoptée en avril 2023. Chiera, c'est une petite fille de 4 ans qui a été tuée dans un cadre de violence conjugale. Et il y a eu des avocats. Maintenant, c'est le projet de loi C-233, la loi de Chiera, donc qui existe depuis avril 2023, qui oblige une meilleure compréhension des juges au niveau de la violence conjugale puis du rôle central que joue le contrôle coercitif. Donc, les juges doivent être formés, doivent comprendre, doivent prendre ça en compte dans lorsqu'ils doivent délibérer puis juger. Donc, il y a quand même des avancées. Fait que c'est pour ça que c'est important de continuer. Ça peut être encore long avant que le code criminel soit changé. C'est un processus qui est long, mais c'est déjà rendu au Sénat. Fait que moi, je pense que ça peut aller rapidement, comme ça peut être long. Ça, on ne le sait pas, mais il a été adopté de façon unanime. Fait que ça devrait quand même aller bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Le contrôle coercitif, c'est une forme d'abus qui est grave. Et ça ne laisse pas de traces visibles. Mais c'est tout aussi dévastateur pour la victime. La victime, on en arrive à perdre sa propre identité, à perdre son estime d'elle-même, à perdre confiance en elle. Elle vit à travers l'autre. Et c'est un peu ça qui arrive pour les victimes, mais dans le cas qui nous concerne, c'est que là, la maladie mentale est utilisée comme le schizoaffective, comme c'est normal qu'elle tolère ça. C'est ça qui rend le travail des policiers difficile, parce que Florence ne se sent pas en danger, elle accepte tout ça, donc c'est ça. C'est ça qui rend le dossier difficile, mais on peut faire quelque chose quand même. Il y a un numéro d'événement qui existe. Je ne sais pas si j'ai une modo qui peut le mettre dans le chat, là, mais le numéro d'événement, vous prenez-le en note, c'est le EUS 2502 12-002. Le numéro d'événement EUS 2502 12-002. Vous pouvez aller avec ce numéro d'événement-là dans un poste de police local et donner les preuves que vous avez par rapport au dossier qui nous concerne, et ça fait augmenter le dossier. Les policiers ont besoin d'avoir un dossier plus complet, mais c'est sûr que tant qu'il n'y aura pas, que Florence ne portera pas plainte, sa vie comme telle n'est pas en danger, pour ce qu'il voit présentement. Mais c'est important de documenter le contrôle coercitif, même si ce n'est pas une infraction, parce que ça va permettre
d'analyser le récit de la victime dans sa totalité. Ça va permettre de voir au-delà des incidents isolés. Tu sais, à chaque fois, il y a des petits incidents isolés, mais d'avoir tous les faits, ça va devenir plus représentatif de tout son vécu. Puis ça va être une façon de mieux connaître les impacts dévastateurs du contrôle coercitif sur les victimes et les enfants. Donc, c'est pour ça que c'est important de le documenter. Ça permet de mettre en lumière aussi les différents schémas de comportement qui sont en continu puis cumulatifs de la part de l'auteur de violence. On va pouvoir documenter l'éventail de stratégies. Ça va permettre de tenir compte de l'historique de la violence dans la relation. Ça va être un outil important puis efficace pour briser plutôt le cycle. Puis ça va permettre d'évaluer plus adéquatement la dangerosité d'une situation de violence conjugale tout au long des procédures. Puis, dans le cas qu'on voit sur TikTok, c'est un peu là où les policiers, tant qu'à moi, ils ont besoin d'être formés par rapport au contrôle coercitif. Il y a des ressources qui peuvent former les policiers. Si jamais vous avez des contacts avec la police de Saint-Eustache, peut-être qu'il y aurait besoin d'outils. Mais je suis certaine que de leur côté, ils font ce qu'ils ont à faire, mais jamais ils vont informer une citoyenne, un citoyen des stratégies qui sont utilisées. Et jamais vous pourrez trop les appeler pour dénoncer une situation. C'est sûr que de les appeler pour rien, oui, ça va déranger. Ça, c'est pas aidant, c'est pas soutenant. Quand on appelle les policiers, c'est parce qu'on craint vraiment pour la personne. Mais dans le cas de Florence, c'est que elle accepte le tout. Puis j'ai vu un live où elle était avec Inc. Puis il lui posait des questions par rapport à tout ce qu'elle vivait. Puis à chaque fois, tu sais, elle justifiait tout, là, mais tout était à partir de Marc-André. Donc, c'est clair pour moi qu'elle va devoir toucher le fond. Mais d'avoir documenté le dossier, c'est que si un jour, elle réussit à sortir d'une relation toxique, ou peu importe la personne, là je parle de Florence, mais peu importe la personne, c'est que si on a documenté le dossier, plus la personne va pouvoir réaliser, elle va avoir des outils. Si personne ne dit rien, ben c'est que ça reste tout dans l'invisible. Puis, ce que je dirais pour terminer, c'est que l'important pour nous, pour tous ceux qui voient ça, si vous avez une amie qui vit une situation comme ça va être important de respecter le rythme de la personne. Tu sais, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont dit « Faut que tu sortes de là, faut que tu sortes de là, on est en arrière de toi, non. » Mais ça ne sert à rien de dire ça. Il faut respecter le rythme de la personne. Il faut respecter ses choix, puis le temps qu'elle va prendre pour prendre ses propres décisions. On lui dit qu'elle doit prendre ses propres décisions, mais nous, on est là à prendre la décision à sa place. Vous comprenez comment c'est incohérent? Donc, c'est pour ça que c'est important de respecter le rythme. Parce que la personne, elle ne va pas partir pour te faire plaisir. La journée où elle va partir, ça va être parce qu'elle va l'avoir choisi. Il n'y a pas personne qui peut sauver une victime. C'est sûr que si on l'entend crier, on l'entend si, oui, le 911, ça c'est clair pour moi. Puis c'est important aussi de ne pas la blâmer ni la juger parce que il va y avoir environ, ça va être en moyenne 7 départs. Il va y avoir 7 fois où elle va quitter la relation, revenir, quitter, revenir.
Puis cette personne-là, si on lui dit, là, je viens de voir, là, vas-tu pouvoir prendre des questions? Oui, je vais prendre des questions à la fin si vous voulez. Si on lui dit, je te l'avais dit, il ne faut pas que tu y retournes, je te l'avais dit comment il est ci, comment il est ça, ça ne sert à rien parce que la personne, elle va perdre confiance avec vous. Fait qu'il ne faut pas la blâmer, il ne faut pas la juger, il faut maintenir un lien avec elle, il faut rompre son isolement. Puis tu sais, maintenir un lien, c'est pas de continuer à suivre les lives non-stop puis à donner des cadeaux, c'est pas ça que je dis. Mais les personnes qui sont plus proches de la victime, la famille, les amis proches, ils peuvent, une fois par semaine, une fois ou 2 semaines, un petit texto, un petit coup de téléphone. Allô, Isabelle, comment ça va? Je voulais juste que tu saches que je suis là, je veux juste savoir de tes nouvelles. Oublie pas que si jamais il y a quelque chose, je suis là. Puis c'est important de ne pas prendre position contre son conjoint, mais contre la situation. Parce que de blâmer l'agresseur, ça va rien servir parce que ça va servir à l'agresseur. Ça va servir à dire, mais tu vois bien que ta famille ne m'aime pas. Fait que là, il faut que tu choisisses entre ta famille puis moi. Fait que la personne, elle va choisir son conjoint. Fait que vous voyez comment ça peut être touché. Puis après ça, vous, en tant que personne qui tend la main, moi je vais dire ça comme ça, vous pouvez l'informer puis la diriger vers des ressources. Puis, tu sais, il y a SOS violence conjugale, là, je vais mettre tantôt la page de ressources que j'avais faite, mais on ne voit pas les commentaires quand je la mets. Vous pouvez la diriger vers des ressources. Puis, tu sais, l'accompagner, sinon, tu sais, les centres de femmes font un travail avec les femmes qui se questionnent, qui sont en séparation, qui sont en post-séparation, parce que la violence ne va pas s'arrêter quand on met fin à la relation. La violence va se poursuivre souvent parce que l'agresseur va vouloir garder le contrôle encore plus sur la victime. Et il ne faut pas oublier que, tu sais, tantôt je parlais là, du projet de loi et tout, le système de justice est très mal fait pour les victimes. Le fardeau de la preuve repose sur la victime. Donc, c'est elle qui doit prouver qu'il a vécu de l'abus, qu'il a vécu du harcèlement. Tout repose sur elle. Et c'est très, très long, ce processus-là. Et il y a ce que moi j'appelle la violence institutionnelle. Le conjoint l'ex-conjoint, s'il y a séparation, c'est l'ex-conjoint, peut utiliser toutes sortes de stratégies pour faire retarder le procès, faire retarder les procédures, faire retarder le jugement. On l'a vu dans le cas, là, je ne me rappelle pas du nom de la personne, mais c'est un monsieur qui s'est dit à un moment donné transgenre, puis que là, il voulait être femme. Tout ça a retardé les procédures. La veille qu'il avait son jugement, il a essayé de se trancher les organes génitaux. Fait qu'il s'est ramassé à l'hôpital. Fait qu'encore là, il n'a pas pu avoir son jugement. Fait que c'est toutes sortes de stratégies qui sont utilisées pour acheter du temps encore et maintenir le contrôle sur la victime. Et il y a aussi... oui, j'ai vu aussi quand Florence s'expliquait qu'elle disait qu'elle-même était pas facile, qu'elle-même criait, elle-même avait des comportements. Il y a ce qu'on appelle la violence réactive. Et ça, ça existe. Et souvent, ça va amener des plaintes croisées chez les policiers. Là. L'agresseur et la victime vont porter plainte. Les policiers ont alors un travail à faire pour vraiment chercher qui est la victime, qui est l'agresseur. Mais c'est ça. Fait que ça va amener des plaintes croisées. Mais c'est pour ça que c'est important d'essayer de garder son calme le plus possible. Et il y a des ressources pour les hommes aussi. Fait que c'est important d'utiliser ces ressources-là aussi. Puis j'ai lu dans les commentaires aussi que je suis un petit peu sur TikTok, le P38. Le P38, il faut que la personne soit dangereuse pour elle-même ou pour autrui. Tu sais, à ce qu'on voit, c'est pas ça qui est là présentement. Fait que c'est ça. Fait que
Moi, ce que je vous dis, c'est que les policiers font un travail et on ne sait pas tout du travail qui se fait, puis c'est tant mieux parce que j'ai vu sur des lives des gens dévoiler ce que les policiers étaient pour faire, puis ça, ben, c'est pas winner parce que ça permet à l'agresseur de manipuler l'information. Ça permet à l'agresseur de faire diversion, de créer d'autres alliances, de banaliser, de distorsionner. Donc, cette personne-là va pouvoir manipuler encore. Et ça, on le voit beaucoup chez Marc-André. Je ne vous ai pas parlé du cycle de la violence parce que là, on le voit beaucoup, là. Marc-André revient dans son cycle. Là. On est dans la phase de la lune de miel, là. Tu sais, l'agresseur... L'agresseur, il va regretter, il va demander pardon, mais même à ça, il n'a pas vraiment demandé pardon, là. Il va parler de thérapie, il va redevenir amoureux. La victime, elle va avoir espoir que cette fois-ci, ce soit la bonne. Parce qu'il ne faut pas oublier que toute relation de violence conjugale, ça commence toujours par une histoire d'amour. Et ça... On le voit aussi, il y a du love bombing. C'est comme ça qu'il réussit à créer d'autres relations. Il y en a qui sortent, mais réussit à aller embobiner d'autres personnes avec du love bombing. Donner des cadeaux, dire je t'aime, dire comme quoi tu es importante dans ma vie. Là, c'est en plein ça, là. Là, on est dans le love bombing, dans la lune de miel. Mais oui, c'est ça, ça fait 23 fois qu'il fait ça. Même depuis juste janvier que je l'écoute. C'est en plein ça. Puis là, à un moment donné, il va y avoir des tensions qui vont revenir, là. Je ne donne pas grand temps, là. Il va y avoir là, des tensions, là. Même aujourd'hui, là, il fermait ses commentaires un petit peu. Fait que, tu sais, là, il va devenir plus colérique, il va avoir des regards menaçants. Puis là, dans le cycle de la violence, la victime, ben là, elle va marcher sur des œufs, elle va être inquiète, elle va se centrer sur son conjoint. Puis dans le contrôle coercitif, faut pas oublier que les règles, c'est ce qui prime. Et là, dans ce cas-ci, ce sont les règles de Marc-André. Ensuite, là, les tensions arrivent, tout ça. Il y a l'agression. Donc là, il y a l'explosion de la colère sous une ou plusieurs formes. Mais dans le cas qui nous concerne, on ne voit pas de violence physique. Ben, c'est là, pour l'instant, c'est ça. Puis sinon, ben là, ensuite, la victime, ben, elle va se sentir triste, elle va se sentir humiliée, elle va être en colère ou anéantie. Parfois, elle va se défendre. C'est là que la violence réactive va embarquer. Puis là, après ça, il va y avoir la justification. Bien là, on va minimiser l'agression. Ça, on le voit beaucoup dans ce qu'on voit sur les lives. Là. On voit tout le cycle. Tous les cycles, là, on les voit toutes dans les lives qu'il fait. On voit la justification, on va minimiser l'agression, il va dire que c'est le stress, c'est la maladie. La victime, ben, elle va tenter de comprendre. On va douter de nos perceptions. On va se sentir désormais responsable. On va se sentir coupable. Fait puis c'est ça qu'on peut voir. Et c'est ça qui me dit qu'il y a toute cette violence-là autour de Florence. Fait et peu importe là, que ce soit Florence ou pas, ben dans la lune de miel, la personne redevient cette personne-là qu'elle était au début. Donc là, il y a cette envie de retrouver cet amour-là, de retrouver cette sécurité-là. Mais tout ça va reprendre. C'est le cycle. Et c'est pas parce qu'il y a c'est pas parce qu'il y a pas de violence physique qu'il n'y a pas de danger. Ça, c'est important de le savoir. Mais tant qu'il n'y a pas de choses concrètes pour les policiers, c'est difficile de faire quelque chose.
Je pense que j'ai pas mal dit tout ce que j'avais envie de vous dire. J'ai-tu d'autres choses que je... Y a-tu d'autres choses? Là, je suis désolée si vous avez vu un mur noir, là. Merci, Kiki, pour les roses. Là, je vois les trucs rentrer. Merci. C'est ça, je le fais sur mon temps à moi. Parce que je trouve ça important de le faire. Je trouve ça important avec tout ce qui s'est passé sur la plateforme. Là, moi, je suis pas là depuis longtemps. Je suis là depuis janvier. J'avais fait un live avec Karma et j'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont écrit qu'il y avait pu avoir des prises de conscience par rapport à leur relation, à qui j'ai pu donner des ressources aussi. Je vais vous mettre tantôt là, la fiche de ressources que j'avais préparée. Je voudrais répondre à des questions s'il y en a dans le chat. Là, moi, j'ai rien vu de ce qui s'est passé dans le chat. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vais vous lire dans le chat présentement. Merci, Loulou. 50 roses, Jazabel. Merci beaucoup. Pourquoi Marie-Louise, nous, le peuple québécois, on voit que c'est immoral, mais le système ne font rien. C'est dur de changer un système, Lynn. C'est très dur. Et le système est en train de changer. Mais c'est long. Malheureusement, c'est long. Et c'est pas juste au provincial. Le système judiciaire, c'est fédéral. Donc, on peut pas faire ça en claquant des doigts. Mais il faut continuer de dénoncer tout de même. La Corneille, on pourrait croire que le contrôle coercitif, c'est un style vivre à l'ancienne, mais actuellement, ben oui, Corneille, la Corneille, c'est un peu ça. Puis on le voit aussi, tout ce qui est la remontée de Andrew Tate dans les écoles secondaires, que la femme doit retourner au fourneau avec ses guenilles, puis que l'homme, là, les mâles alpha et tout, c'est vraiment un retour de ça. Puis, ben, les femmes se sont battues depuis des années pour le droit de vote, pour l'égalité, elle n'est pas encore acquise. Nos droits sont encore très fragiles. On fait juste regarder ce qui se passe aux États-Unis présentement. Et quand il y a des élections, on parle encore du droit à l'avortement. Comment ça qu'en 2025, le droit à l'avortement est encore un enjeu discuté? Fait que c'est comme quoi les droits des femmes, c'est pas quelque chose qui est acquis encore, c'est fragile. Donc, oui, c'est un style de vie qui est très à l'ancienne, mais je dirais que c'est encore plus insidieux ce qu'on voit présentement. Tu sais, quand il y a du contrôle coercitif, la personne, elle en arrive à perdre ses libertés. Tu sais, même nos grands-mères, là, ils pouvaient aller prendre un café peut-être avec leur ami ou tout ça, tu sais, mais quand on arrive à même plus pouvoir aller prendre un café avec ton ami, ben c'est là où c'est très dommageable, c'est beaucoup d'isolement. Remis à une question, OK. Est-ce que les donateurs, je vais répondre à Cora, est-ce que les donateurs sont aussi endoctrinés? Je te dirais, Cora, que les modos sont certainement endoctrinés. Juste par le live que Florence a fait où elle a crié haut et fort depuis appeler les policiers, on voyait très bien que les modos, c'était Roxana qui était là et en tout cas, je me rappelle plus l'autre, mais qu'il y avait, tout était stagé. Il y aura beau me dire que c'est pas stagé, mais je sais très bien que tout ça était stagé, tout ça était écrit d'avance, les réponses étaient écrites d'avance. Fait que oui, les donateurs, les modos, les donateurs aident pas à la situation parce que Florence va réaliser qu'il se passe quelque chose quand elle va toucher le fond. Et là, présentement, d'avoir des sous, parce que Marc joue avec l'idée que que ça fonctionne, puis que c'est nous qui sommes jaloux, c'est nous qui haïtons, mais qu'on est jaloux des revenus qu'il fait. Donc, et ça, de donner, ben ça lui donne raison.
Donc, c'est pour ça que Florence, tant qu'on donne, elle pourra pas jamais voir le gros bon sens. Ça me fait plaisir pour le live. Romy, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour faire avancer la nouvelle loi manifestée? Non, tout est déjà fait, Romy. Là, maintenant, c'est plus au niveau politique. C'est juste eux qui doivent faire leur job. Ça se fait. Mais non, puis ce que je peux faire, c'est que si à un moment donné, il y a une manifestation qui se fait par rapport à ça, je pourrais venir le dire ici sur ma page Marie-Louise. Je voulais peut-être fermer ma page et tout ça, mais je la laisserai ouverte. Puis je pourrais vous dire, hey gang, on fait une manifestation pour faire avancer la loi du contrôle coercitif. Fait qu'on on veut que ça bouge. Mais oui, c'est de la violence. C'est la violence, puis c'est la pire des violences. C'est ça qui est dommage. C'est la pire des violences. Romy, j'ai répondu. Là, je vois pas. Y a-tu d'autres questions? Je sais. Est-ce que la loi sur le contrôle coercitif va arriver? Oui, elle va arriver. Elle est rendue au Sénat. Ça a été adopté en troisième lecture. Donc là, elle est rendue au Sénat. Fait que c'est dans les derniers 1000. Fait que oui, ça s'en vient. Oui, Martine, ça va être publié. Merci à Ravens qui va le mettre sur Canola Vision 0.2. Encore merci Ravens. Donc oui, il va être là. Puis il y aura sûrement des expos où je vais me faire ramasser par Marc. Mais ça me donnera de la visibilité, comme il a dit. Je vais absolument faire ça. Puis, il y a OK, Canola Vision. Il est allé jusqu'à se mettre en couple avec son avocate. Elle était mariée. OK, ça, je ne sais pas trop de quoi on parle. Est-il possible que la loi ne soit pas votée? Non, parce qu'elle a été votée de façon unanime. Fait que même s'il y a un changement de gouvernement, mettons que c'est le Parti conservateur qui rentre, le Parti conservateur a déjà voté pour. Fait que ce serait bien... Mais tu sais, encore là, on rentre dans un autre débat de la politique. C'est important d'aller voter. Et puis, c'est ça. Y a-tu d'autres questions là, que j'ai pas vues? Merci Loulou, c'est un des plus beaux lives depuis longtemps. Oui, je trouve que sur TikTok, c'est un peu ça qui me... Ah, j'ai aimé mon propre live. Vous voyez comment je suis pas bonne dans les lives? Je m'aime, là, c'est égocentrique mon affaire. Mais c'est ça. Hey, merci pour la patente, là. Je sais pas trop. Est-ce que les modos pourraient être poursuivis? Je crois pas. Pourquoi le samedi, mon live prend fin dans 55 secondes? Faut que je mette une pièce de puzzle. OK. Bon. Oui, je trouve que sur TikTok, il y a beaucoup de drames, fait que c'est ça qui me faisait hésiter là, par rapport à la plateforme. Je reste pas? Puis, il faut se protéger aussi par rapport à tout ce qu'on voit. J'ai donné beaucoup de temps à suivre ce couple-là. Fait que c'est ça, il faut se protéger aussi. J'ai eu des gens là aussi en privé qui m'ont écrit il faut se protéger, gang. Notre vie ne dépend pas de ce que Florence va décider de faire. Mais c'est ça. Puis éviter de donner. Courage. Oui, j'ai aimé mon live. OK, ton premier doit être de minimum 30 minutes. OK, là, ça fait 1 heure que je suis en live, là. Pense ton premier live à une durée limitée. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Fallait que je mette un petit casse-tête, là. Puis, fait que c'est ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Là, ça se peut que ça aille brasser des émotions.
c'est important de parler. C'est important. SOS. Ah oui, là, je pourrais mettre, mais là, je sais pas trop comment mettre la photo. C'est ça l'affaire. Les ressources, je vais vous mettre sur ma page, là, je veux pas arrêter le live pour mettre les ressources. Je sais pas trop comment faire. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les ressources sur ma page. Puis il y avait des ressources pour les hommes là-dedans. Il y avait des ressources partout au Québec. SOS violence conjugale, le regroupement des maisons d'hébergement, les centres de femmes. Il y a la ligne Rebâtir aussi, qui est une ligne d'accès juridique pour les femmes victimes de violences conjugales ou d'agressions sexuelles. Puis il y avait la ligne info des PCP aussi, direction des poursuites criminelles des PCP. Si jamais on se demande qu'est-ce qui est judiciable ou pas, ça c'est pour les victimes et pour les intervenants aussi qui travaillent auprès des victimes. On peut contacter cette ligne-là pour avoir de l'information. Est-ce que tel comportement est criminalisé ou pas? Je peux-tu faire quelque chose? Fait qu'il y a cette ligne-là qui existe. C'est triste de voir qu'eux ont 600 vues et toi 60. Oui, mais tu sais, moi, j'ai pas 10 000 abonnés non plus. Même 100 000, je pense. Florence, là, il fêtait ça en janvier. Là. Ben, pas il fêtait, là, mais il gossait pour avoir son 100 000. Mais tu sais, on va le mettre sur Canola Vision. Puis, c'est ça. Puis, par rapport au travail des policiers, je vous ai dit que je vous ferais, moi, mon petit compte-rendu par rapport au travail des policiers. Tu sais, ce que je peux vous dire, c'est qu'on voit pas tout le temps tout ce que les policiers font. Mais c'est sûr que quand les policiers ont à intervenir dans une situation de violence conjugale, il faut qu'il y ait un policier avec l'agresseur et il faut qu'il y ait un policier avec la victime. Là, ce qu'on voyait, c'est que les policiers, travailleurs sociaux appelaient quand Marc-André était au téléphone avec elle ou en live avec elle. Fait que c'est lui qui dictait les réponses. Fait que normalement, les policiers doivent arriver 2 personnes, une avec l'agresseur, une avec la victime. Il y a une stratégie d'intervention que je ne nommerai pas ici. Pour différentes raisons, mais il y a une façon d'intervenir auprès des victimes de violences conjugales qui est spécifique. Fait que les policiers peuvent avoir accès à ces outils-là. Sinon, ils ont juste entré en contact avec moi, puis ça va me faire un plaisir de les guider. Mais c'est ça, leur façon d'intervenir n'était pas optimale, mais je crois qu'ils ont eu tellement de dénonciations, de gens qui ont téléphoné. Je pense qu'ils ont comme juste voulu éteindre un feu. Ils ont échoué, les policiers, désolés d'être bêtes. Mais Cora, je comprends, puis c'est frustrant, j'ai vraiment cru, j'ai embarqué moi aussi dans le sens que j'ai vraiment cru qu'il y avait là maintenant, tu sais, quand j'ai vu le locker room avec la clé, tout ça, j'ai vraiment cru qu'on avait quelque chose, mais tout ça a été dit en live. Donc ça, c'est dommage parce que ça l'a permis de jouer avec la situation, puis de manipuler. Fait que les policiers, ben même s'ils ont tout vu ça en live, ils ont, tu sais, tout ça a été changé. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire attention à ce qui se dit dans les lives. Puis là, on tapote gang, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me dénonce. Marc-André, il n'aime pas ça. Fait que c'est ça. Et puis, je garde l'anonymat, pas parce que j'ai peur de Marc-André, mais plus parce que nous, on est une équipe de seulement 5 personnes, mais on n'est pas nombreuses. Fait que j'ai pas envie que l'organisme pour lequel je travaille soit enseveli de ces addicts, de ces fidèles qui veulent me bâcher et tout ça. J'ai vraiment pas peur de perdre ma job. Ça fait 30 ans que je suis à la même place. Fait que ça, je suis vraiment pas inquiète de ça. Mais c'est ça. Un jour, merci Tony pour le cœur. C'est cool de voir ça arriver. Et puis, c'est ça. Puis moi, ben,
je le fais, puis, tu sais, je me suis questionnée, ça a-tu la place sur TikTok et tout, mais je me dis, ben, toutes les femmes qui vont pouvoir accompagner quelqu'un, qui vont pouvoir à faire une réflexion par rapport à leur relation, ben je me dis, c'est ceux-là qu'on aura aidés. C'est ceux-là qu'on va pouvoir faire cheminer. Puis quand quand je suis montée une fois dans le live de Alex Wilson, il y avait Missy qui était là. Et puis, tu sais, il faut garder son calme. Puis, tu sais, même les gens les plus rébarbatifs, ils ont besoin aussi d'être sensibilisés puis éduqués par rapport à la violence conjugale. Parce que sinon, tout ce que Marc-André dit, ben ça reste que c'est cru. Qu'est-ce que je pense du policier qui a appelé avant d'aller chez eux? Ben ça, j'en ai même fait un post de Jazabel qui a été vu 5000 quelque fois. Je pense que ça a été le plus populaire où je disais aux policiers justement que c'était pas fort leur intervention parce que t'appelles pas chez une victime avant de te présenter, là, c'est complètement... ça, c'est complètement... c'est une perte de temps. C'est de minimiser ce qui se passe. C'est ça, c'est de minimiser. Puis, c'est de permettre à l'agresseur de manipuler. Merci Véronique pour le cœur. Ça permet à l'agresseur de manipuler. Les policiers doivent se présenter, doivent y aller à deux, un avec l'agresseur, un avec la victime et poser les bonnes questions. Pas juste poser des questions comme est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es en sécurité? C'est clair que une personne qui vit de la violence conjugale, son réflexe, c'est de protéger l'agresseur. Ben oui, Marc-André a tout à fait le temps de préparer ses réponses, puis de brainwasher Florence aussi par rapport à ce qu'elle va dire. Donc, ça, c'est complètement une perte de temps. Fait que c'est ça. Puis, la victime, c'est ça, veut protéger l'agresseur. Elle veut pas que ça empire, elle veut pas... puis dans le cas de Florence, il y a une dépendance là, affective, schizo-affective, mais c'est par le contrôle coercitif qui l'a complètement rendu dépendant. Puis c'est ça. Puis tout ça, c'est lui qui a tout exposé ça en live. Fait que, parce que j'ai vu là, des expos de moi dans le live de Karma où les gens disaient t'exposes des affaires. Mais tout ça, c'est lui-même qui a exposé. C'est lui-même. T'as-tu vu quand il lui parle avant qu'elle reçoive l'appel d'une... Ben oui, j'ai vu ça. J'étais en live. C'est ça, moi, depuis janvier que je les suis. Mais je les suis à travers d'autres personnes qui diffusent. Parce que je veux pas donner... Parce que même les likes, même les vues, tout ça permet ça donne du pouvoir, ça vient nourrir c'est très égocentrique, c'est très narcissique, ça vient nourrir ça. Et c'est ça. Fait que moi, j'embarque juste pas là-dedans. Je trouve ça dommage que des gens se soient dissociés puis après ça soient revenus. Parce que c'est ça. Est-ce que tu crois quand la loi sera passée que Flo pourrait être sorti de là? Ben, tu sais, ça va dépendre beaucoup de sa famille, de ses amis proches. Puis, tu sais, Flo, elle le nomme. Elle est bien là-dedans. Pour Florence devrait, tu sais, moi, tu sais, Florence, tu sais, par rapport à l'équipe qui est autour d'elle, il faudrait qu'elle reprenne, qu'elle reconnecte à ses valeurs, à son estime, à sa confiance. Ça va être très long, là, mais à ce qu'elle aimait avant. Parce que là, ses besoins sont complètement obnubilés. Il n'y en a plus. Elle n'a plus de besoins. Ses besoins sont ceux de Marc-André. Donc, il faut qu'il y ait des gens assez proches d'elle qui soient capables de la reconnecter à ces besoins-là, puis
au bien-être que ça pourrait lui apporter. Mais, tu sais, ça, je ne sais pas si un jour elle va être capable de le faire. Ce que je crois, moi, personnellement, c'est qu'à un moment donné, ça va peut-être devenir moins payant, que ce sera peut-être une autre victime. Puis, c'est décourageant. C'est décourageant. Tu sais, tout ce que je souhaite, c'est que ce qu'il a dit aujourd'hui dans son discours, là, où il aime bien s'écouter, c'est qu'il ait vraiment fait ces prises de conscience-là, puis que il va faire le travail qu'il a dit qu'il ferait. Mais comme c'est pas la première fois que je l'entends dire ça, j'y crois pas vraiment. Mais, euh, c'est ça. J'ai espérance qu'à force de parler de violence conjugale, de contrôle coercitif, là, il sait que la loi sur le contrôle coercitif va rentrer. Donc ça, j'ai espérance que ça puisse peut-être le mobiliser pour dire si ça n'a pas d'allure, mais ou que Marc se lasse d'elle. Oui, tout à fait. Puis je pense que, tu sais, les messages qui sont sortis cette semaine avec une autre, tu sais, c'est le love bombing qui reprend, c'est le cycle. C'est comme ça que Marc a réussi à avoir Florence aussi, là. On a vu, là, tous les échanges de messages textes. C'est comme ça qu'il a réussi à avoir Florence. C'est en lui donnant des cadeaux, c'est en lui faisant miroiter qu'elle serait sa princesse. Fait, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est son pattern. Puis, mais c'est ça. Les gens ont tellement besoin d'être aimés que ça fonctionne. C'est ça qui est triste. C'est que y a des personnes qui se sentent tellement seules. Puis on le voit aussi chez tous les personnes qui se font arnaquer sur Internet. Tu sais, qui perdent des mille pour juste se faire aimer. C'est ça qui est triste. Mais tu sais, moi, je me dis, allez chercher du soutien, faites-vous ce cadeau-là. C'est la meilleure chose. C'est aimez-vous assez, respectez-vous. Comment vous voulez que l'autre vous respecte si vous ne vous respectez pas vous-même? C'est la base. C'est la base. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Fait que je suis contente que vous ayez aimé. Merci à mes modos. J'ai vu qu'il y avait des gens là, qui se faisaient flusher. Merci. J'ai pas eu le temps de lire tout ce qui s'est passé. Merci Kiki pour les roses. Ma fille, 13 ans pour... OK, là, vous vous répondez entre vous. Oui, mais tu sais, comme moi, qu'il nous détruit. Se refaire une confiance, c'est long. Oui, Cora, c'est tellement long, puis, tu sais, mais j'en ai vu des femmes s'en sortir. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. C'est le plus beau... c'est un gros sacrifice. Puis, tu sais, il y en a là en privé avec moi. Il y en a en privé avec moi qui viennent de se séparer, de se reconstruire. C'est long. C'est très long. Puis c'est pas parce qu'on met fin à la relation que la violence, elle arrête. Il va tenter de nous reséduire. Il va tenter de garder son emprise sur nous. Il va nous convaincre de revenir. Il va nous convaincre que sa vie est rien quand on n'est pas là, qu'on est son trésor, puis qu'il va prendre soin de nous. Puis je vous dis ça parce que j'ai moi-même vécu de la violence alors que je travaille là-dedans. Fait qu'il y a personne qui est à l'abri. La violence conjugale va pas sauter chez les gens pauvres, va pas sauter chez les gens qui sont démunis, va pas sauter sur des gens qui viennent d'une autre communauté culturelle. La violence conjugale, ça s'installe insidieusement. Puis c'est en reprenant du pouvoir sur notre vie. Et ça, il y a des gens qui peuvent être là pour vous donner du pouvoir sur votre vie. Allez dans les centres de femmes, il y a les maisons d'hébergement qui donnent des suivis individuels. Dans les centres de femmes, il y a plein d'activités pour se reconstruire, pour briser l'isolement. Vous avez des intervenantes sur place qui peuvent vous accompagner là-dedans.
il y a des ressources. Juste des fois de faire du bénévolat avec d'autres personnes, vous allez voir que c'est valorisant. Puis c'est en reprenant petit à petit son pouvoir comme ça qu'on finit par se reconstruire. Parce que des gens qui se reconstruisent, ben il y en a. Il y en a qui ont repris le pouvoir sur leur vie. Il y en a, tu sais, j'en ai en mémoire. Ça me fait plaisir, Loulou. Il y en a plein. Puis je suis sûre que dans le chat, là, il y en a qui ont dû témoigner. Puis non, tu fais bien de le dire, Cora, il n'y a personne qui est à l'abri, puis il ne faut pas juger celles qui la subissent. Tu sais, j'ai vu des gens traiter Florence de nunuche, puis tout ça. Oui, on peut avoir l'impression que c'est complètement... c'est incompréhensible qu'elle reste là-dedans. C'est incompréhensible. Mais elle est prise dans cette toile d'araignée-là. Puis moi, je suis pas en mesure d'acheter qu'ils font un show. Ce que je vois là, en live, je vois tous les enjeux qui entourent la violence conjugale. Fait que je crois pas que c'est un show. Il y a trop de... Il y a trop de choses. C'est pas juste un show. C'est de la violence, c'est du contrôle coercitif. Peggy, t'as retrouvé ta fille après 13 ans. Oh, wow! Wow! Puis, tu sais, j'en ai en privé là, qui m'ont écrit qui se trouvaient toutes seules, qui trouvaient ça dur. Tu sais, allez voir qui a commenté, allez suivre ces personnes-là. C'est tous des éléments positifs que vous pouvez avoir dans votre vie. Puis, oui, les femmes qui vivent de la violence conjugale peuvent aussi avoir du caractère. Tu sais, Florence disait, je vis pas de la violence conjugale, j'ai un esti de caractère. Ben, ça n'a pas rapport d'avoir un caractère ou pas. Tu sais, on fait juste penser à Ingrid Falaise qui en a vécu, à Laurence Jalbert, à d'autres personnes, là, que là, j'oublie les noms. Mais c'est toutes des femmes qui ont du caractère. La violence, c'est pas quelqu'un qui a pas de caractère. Ça n'a aucun lien. Aucun lien. Tu sais, Nadine, tu dis, venez me follow, j'ai du caractère. Je suis restée car sinon mon fils aurait été sa victime. Ouais. Tu crois qu'il aurait été... T'es resté parce que sinon... Ben là, j'ai pas lu l'histoire, mais ton fils aurait été sa victime. Tu sais, à ce moment-là, il y a la DPJ. Tu sais, la DPJ, on aura beau dire ce qu'on veut, mais ils peuvent être supporteurs, en tout cas. Et puis... utiliser les enfants fait partie de la stratégie des agresseurs aussi. Puis, on le voit souvent, des femmes qui veulent protéger leurs enfants, qui partent quand l'agresseur s'en prend aux enfants. Et malheureusement, ces mamans-là finissent par perdre la garde des enfants parce qu'ils sont tellement de fins manipulateurs. Mais maintenant, la DPJ est de plus en plus formée. Mais c'est important pour les victimes d'avoir du soutien. C'est important d'aller chercher des ressources. Puis, il a même marié son avocat pour se servir d'elle contre nous. Ouais, ça, c'est ça. C'est une méchante stratégie. La violence institutionnelle. Ouais. Mais bravo à toutes celles qui ont réussi à s'en sortir, à toutes les autres qui restent dans le silence. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est aimez-vous assez. Il n'y a personne qui mérite de vivre de la violence. Vous avez tout le droit à la liberté. On est au Québec. On est au Canada. Vous avez tout ce droit-là. Vous avez le droit d'exister. Vous avez le droit d'avoir des opinions. Vous avez le droit de faire ce que vous avez envie de faire. Puis vos enfants,
c'est des éponges. Vos enfants sont aussi des victimes là-dedans. Si vous avez des enfants qui sont avec vous puis que vous vivez ça, vos enfants peuvent développer des problèmes de comportement. J'ai pas parlé des conséquences chez les victimes, mais c'est toute la perte d'estime de soi, la perte de confiance, les troubles de sommeil, troubles de santé, insomnie. Chez les enfants, il y a des TDAH, des problèmes de comportement. Fait il y a plein, il y a plein de choses qui arrivent. Vos enfants sont des éponges et faites-le pour vos enfants. Sortez de là pour vos enfants. Si vous n'êtes pas capable de le faire pour vous, faites-le pour eux. Et puis, ils vont vous remercier un jour. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Puis, aimez-vous assez pour sortir de là. Puis, si vous pensez que c'est un saut en parachute, oui, c'est un saut en parachute, mais il y a du monde en dessous pour vous rattraper puis tenir votre parachute, pour ouvrir votre parachute. Allez chercher des ressources, contactez SOS Violence Conjugale, ils vont vous référer à des ressources à côté. Puis il n'est jamais trop tard pour se choisir, il n'est jamais trop tard pour partir. Oui, Cynthia, j'apprends à ma fille de ne jamais vivre la violence conjugale. Puis il faut apprendre à nos garçons aussi le respect. Il faut apprendre à nos ados des relations saines. Il faut apprendre à nos enfants à gérer leurs émotions. Puis non, il ne faut pas se blâmer. Les victimes de violence conjugale vont souvent se blâmer de ce qu'elles ont vécu, mais vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez vécu. Le seul responsable de ça, c'est l'agresseur. C'est l'agresseur. Il n'y a personne qui est responsable de ce que vous avez vécu. Fait que c'est beau, je sais pas, c'est bon. Ben merci à celles qui m'ont donné des petits cadeaux, des petites roses, l'origami, c'est cool. Puis je vous souhaite une très belle soirée. Entourez-vous de gens qui peuvent vous tirer vers le haut. Il y a des ressources pour vous aider. Si vous avez besoin de ressources, écrivez-moi en privé. Je vais mettre là la page avec les ressources. Utilisez-la, partagez-la, mettez-la dans vos stories, dans votre téléphone. On ne sait jamais quand est-ce que ça peut servir à quelqu'un. Puis si jamais vous avez une voisine que vous entendez crier, n'hésitez pas à contacter le 911 parce que souvent on voit des cas dans les journaux, puis les voisins, ah oui, j'ai entendu crier, mais tu sais, j'ai jamais rien fait. Non, 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 non. Si on entend crier, c'est pas normal. On appelle le 911. Au pire, les policiers se déplacent pour rien. Ils sont là pour ça. On s'en fout là qu'ils se déplacent pour rien. Tu sais, au pire, il y aura eu une abeille là ou je sais pas quoi, pourquoi elle a crié. Mais il faut pas avoir peur de les contacter. C'est un enjeu de société. Et ces agresseurs-là aussi, qu'est-ce que j'allais dire? Ces agresseurs-là ont un masque. Donc, merci Tony pour les fleurs. Les agresseurs ont un masque. Donc, dans la société, ça va pas nécessairement paraître. Fait qu'on peut penser que notre voisine, notre sœur est super heureuse, puis on peut envier sa relation, mais on ne sait pas ce qui se passe en arrière. Donc, faut pas se fier tout le temps à ça. Parce que ça, c'est important aussi. Quoi d'autre que j'aimerais vous dire? Parce qu'il y a sûrement des choses que je vais me dire, « j'aurais dû dire ça, mais je vais continuer à faire des petits posts si jamais j'ai des éléments ou si vous avez des questions par rapport à ça. Merci encore à Ravens pour mettre le live sur Canola Vision 0.2. Merci à mes modos. Merci à vous tous qui avez aimé le live. Merci à vous tous qui avez témoigné. Puis, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Puis, c'est ça. Voilà. Merci, gang. Puis, c'est ça. Voilà. Merci, gang.